Donc, troisième cas clinique de cette première conférence de néphrologie pour DCDM3, conférence Raphaël 1. Vous êtes l'interne de garde aux urgences et vous recevez monsieur Raymond P, 82 ans. 82 ans, ça veut dire gériatrie. Et tout ce qui va avec. Donc les pathologies axées aux personnes âgées. Donc chez les personnes âgées masculines, c'est principalement les pathologies de la prostate, les cancers, les démences aussi, que vous allez retrouver dans les deux sexes. Et puis la prise en charge sociale très spécifique à la personne âgée avec les aides techniques, voire même parfois les placements en maison de retraite. Alors il vient vous voir, monsieur Raymond P, pour dyspnée aiguë. Alors son fils vous décrit l'histoire, c'est survenu brutalement, ça c'est extrêmement important, aujourd'hui en début d'après-midi. Ce matin il allait pourtant bien, même s'il se plaignait comme d'habitude de ses problèmes urinaires. Alors là, vous devez du coup anticiper sur des signes fonctionnels urinaires et sur potentiellement des pathologies de la prostate. Et la prostate n'est jamais très loin des reins d'un point de vue anatomique et notamment d'un point de vue physiopathologique. En effet, M. P semble se plaindre de pollakiurie nocturne invalidante selon son fils avec une difficulté à uriner. Donc pollakiurie nocturne, ce sont des troubles, je vous rappelle, irritatifs au niveau urologique. Et les difficultés à uriner sont la dysurie qui sont plutôt des troubles obstructifs. Donc, ils sont tous les deux des signes que l'on retrouve dans les cancers de la prostate ou tout simplement les hyperplasies bénignes de la prostate. Parmi les antécédents de votre patient, vous retrouvez un diabète de type 2, une hypertrophie bénigne de la prostate, une hypertension artérielle et une insuffisance rénale chronique modérée. Son traitement est composé de glucophage, triatec, aldactone, hexatrale. Il est très important de noter dans vos brouillons le traitement pris par le patient ainsi que ses antécédents. Pourquoi? Parce que tous ces médicaments-là sont potentiellement des médicaments qu'il faudra arrêter. C'est un patient qui vient pour dyspnée aiguë. Méfiez-vous surtout, comme de la peste, du glucophage. Glucophage plus dyspnée aiguë peut être évocateur d'acidose lactique. Donc il faut systématiquement arrêter. Vous voyez dans l'ordonnance aussi que vous avez du triatec et de l'aldactone. Je vous rappelle que ces deux médicaments sont hyperkaliémiants, donc peuvent donner des troubles du potassium importants. Quant au Xatral, très pourvoyeur d'hypotension orthostatique et donc de chute chez la personne âgée. Donc à son entrée, les constantes sont les suivantes. La fréquence cardiaque est à 25 par minute, signe de gravité. La tension artérielle est à 70-55, signe de gravité. La saturation est à 85 par minute, signe de gravité. Je vous rappelle les différentes valeurs qui signent les signes de gravité. C'est 90 mm de mercure pour la pression artérielle systolique. D'accord. Et la fréquence cardiaque, classiquement, c'est 50 par minute. Le patient est apyrétique. À l'examen clinique, vous retrouvez un rythme cardiaque lent, des crépitants bilatéraux pulmonaires, donc des signes d'insuffisance ventriculaire à gauche. Le pouls fémoral est bien perçu, mais est faible. Ça, c'est un signe qui signifie l'urgence. Votre patient est confus, donc pareil, signe de gravité neurologique. Et votre externe vous fait remarquer qu'il voit des clonies des mains lorsque le patient tend des bras. Alors ça, en médecine, ça porte un nom, c'est ou le flapping tremor, si vous êtes de consonance anglaise, ou l'astérixis, qui sont des signes d'encéphalopathie hépatique, mais principalement ici d'hypercapnie secondaire en fait à l'hypoxie. Les genoux semblent marbrés, les extrémités sont cyanosées, donc ça ce sont des signes de choc hémodynamique donc, qui induisent par la suite une hospitalisation en réanimation et une prise en charge très précoce. L'abdomen est souple, dépressible, mais douloureux au niveau pelvien. Chez un patient qui a une hypertrophie bénigne de la prostate, il faut rechercher le globe. Au bilan biologique initial est mis en évidence donc, une grosse insuffisance rénale. Donc, votre patient a une insuffisance rénale chronique, mais il n'est pas impossible qu'il ait développé une insuffisance rénale aiguë sur une insuffisance rénale chronique, surtout avec des valeurs aussi élevées de créatinine et d'urée. Là, ce qu'il faut rechercher sur le ionogramme, ça, c'est très mauvais. L'hyperkaliémie supérieure à 6,5 qui sont potentiellement dangereuses et qui menacent le pronostic vital par toutes les complications cardiovasculaires qu'ils peuvent induire. N'oubliez pas de mettre de côté l'hyponatrémie et l'acidose par diminution des réserves alcalines. Les gaz du sang, signe de gravité, PaO2 inférieur à 60, PaCO2 supérieur à 50, et donc là les caractères acides avec le pH inférieur à 7,20. Les lactates très élevés qui signent en fait donc une acidose lactique secondaire à l'hypoxie, mais je vous rappelle que le patient prend du glucophage. La bandelette urinaire est négative pour l'ensemble de ces éléments.
L'ECG est le suivant. Donc on va vous demander de l'interpréter tout à l'heure, mais déjà vous pouvez observer que l'ECG est très pathologique parce que lent, mais il est régulier. Quand vous faites un ECG, interprétez-le point par point, recherchez les ondes P. Donc là, il n'y a pas d'onde P. Donc pas de PR, donc une véritable dysfonction sinusale avec un échappement lent. Là, on va dire qu'il est à 30 par minute. Regardez les QRS, QRS très large, d'accord, qui signent un trouble de conduction intraventriculaire. Et surtout, ce qui doit vous sauter aux yeux d'emblée, ce sont ces ondes T qui sont extrêmement amples, que l'on retrouve dans l'ensemble des dérivations, donc qui sont le signe en fait des ondes T amples, diffuses, asymétriques, qui sont très évocateurs d'une hyperkaliémie. La radiographie thoracique est la suivante. Lorsque vous interprétez une radiographie thoracique, vous voyez les poumons, mais vous voyez aussi le cœur et vous voyez l'ensemble du médiastin et des structures osseuses. Là, qu'est-ce que l'on voit? Eh ben, on le voit. Vous avez un cœur qui a un index cardiaque qui est franchement limite, avec un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral. Donc les mots-clés qui seront ici sont opacité, syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral, cardiomégalie, grosso modo, IVG. Donc interprétez les résultats biologiques, donc vous les reprenez point par point, hypercalémie, trou anionique élevé, on vous donne des gaz du sang, par définition avec un ionogramme et les gaz du sang, vous pouvez calculer le trou anionique, c'est extrêmement important. L'hyponatrémie et la chlorémie normale. L'insuffisance rénale aiguë car élévation de la créatinine sur une courte période, et les gaz du sang artériel, hypoxie plus hypercapnie égale hypoventilation alvéolaire, extrêmement important. Bien différent de l'effet shunt. L'effet shunt, c'est juste une PaO2 plus PaCO2 inférieure à 120. L'hypoventilation, c'est l'hypoxie plus l'hypercapnie. Et l'acidose est mixte. Pourquoi? Parce qu'elle est métabolique par la diminution des réserves alcalines et respiratoire du fait de l'hypercapnie. Et elle est surtout non composée parce que le trou anionique est élevé. Analysez l'électrocardiogramme. Alors lorsque vous analysez un ECG, soyez toujours systématique. La première chose que vous devez citer, c'est est-ce que l'ECG il est de 12 dérivations et est-ce qu'il est de repos? D'accord? Parce qu'un ECG, il peut être très bien de 18 dérivations, il peut être aussi d'effort. Et mon conseil quand vous analysez un ECG, c'est que vous allez interpréter onde par onde, c'est-à-dire l'onde P, le segment PR, votre QRS, le segment ST, l'onde T et éventuellement les ondes supplémentaires qui sont classiquement des ondes pathologiques. Alors ici, le rythme il était régulier, mais il n'était pas sinusal parce qu'on ne retrouve pas d'onde P. Il était à environ 30 mètres par minute, ça il faut le noter. Absence d'onde P, absence d'espace PR, par définition, dysfonction sinusale. Les QRS sont larges, donc troubles de conduction intraventriculaire, absence d'hypertrophie cardiaque, d'hypertension artérielle. Le segment ST en S italique et les ondes T sont en pointu et symétriques. En conclusion, et toujours conclure, anomalie diffuse d'hyperkaliémie. Interprétez l'imagerie observée. Donc lorsqu'on vous donne ce genre de questions, il faut dire ce que c'est. Ici, ce n'était pas compliqué, c'était une radiographie thoracique de face. C'est quand même trop bête de perdre des points alors que vous connaissez la nature de l'examen. Et un peu à l'image d'un ECG, soyez toujours systématique lorsque vous interprétez une radiographie pulmonaire. Moi, mon conseil, c'est de toujours partir des poumons parce que c'est toujours ici que ça se passe. Donc vous partez des poumons et après, par la suite, vous allez parler du cœur, du médiastin et des structures osseuses. Ici, il y avait quoi? Il y avait des opacités, il y avait un syndrome qui était alvéolo-interstitiel. Les opacités sont floues, sont non systématisées, sont bilatérales avec la redistribution vasculaire et aspect d'aile en papillon, d'aile de papillon. La silhouette cardiaque, hypertrophie ventriculaire gauche avec une pointe sous-diaphragmatique. L'index cardiaque est conservé, j'avoue qu'il pouvait être porté à confusion et qu'il était limite. Pas d'anomalie pleurale, pas d'anomalie médiastinale. En conclusion, et toujours conclure, syndrome alvéolo-interstitiel compatible avec une décompensation cardiaque gauche. Quel est votre diagnostic précis et expliquez la physiopathologie? La physiopathologie, c'est une question qui devient très à la mode aux ECN et c'est ce qui permet d'évaluer votre niveau de compréhension sur les différents mécanismes et sur les différents symptômes que vous visualisez. Donc ici, quel est votre diagnostic précis? On ne vous demandait pas de justifier, on vous demandait un diagnostic. Donc ne justifiez pas lorsqu'on ne vous le demande pas. Ici, le diagnostic, c'était une détresse respiratoire aiguë. On avait des signes de gravité cliniques
et paraclinique, par un œdème aigu du poumon, parce que vous aviez la radio, et cet œdème aigu du poumon, il est hémodynamique. Les OAP, lésionnel, c'est le SDRA, hémodynamique, c'est la décompensation cardiaque gauche. Par état de choc cardiogénique, une hypotension chez une bradycardie sévère, c'est un état de choc cardiogénique, sur des troubles de conduction cardiaque secondaire à une hyperkaliémie maligne, dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë et d'acidose mixte non compensée. Donc tout ça, il fallait le dire, ça prouve que vous avez bien compris l'enchaînement. La physiopathologie, pourquoi le patient il est en détresse respiratoire? Parce qu'il y a une surcharge pulmonaire, c'est un OAP hémodynamique. Cette surcharge pulmonaire elle est secondaire à un hypodébit cardiaque. Cet hypodébit cardiaque va entraîner une augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche et donc va participer aussi à la surcharge pulmonaire. Et puis n'oubliez pas qu'il y avait de l'insuffisance rénale aiguë, et l'insuffisance rénale aiguë, ça retient l'eau et ça retient du sel, et donc ça va participer aussi à la surcharge pulmonaire. Le choc cardiogénique, un choc cardiogénique, il est survenu sur la bradycardie sévère. Et pourquoi le patient était bradycarde? Parce qu'il y avait une dysfonction sinusale secondaire à l'hyperkaliémie. L'hyperkaliémie, tiens, pourquoi il y avait une hyperkaliémie? Défaut d'élimination rénale, principalement. Donc ce défaut d'élimination rénale est secondaire à un hypoaldostéronisme parce que le patient était sous IEC et anti-aldostérone, et du fait aussi de l'acidose qui peut entraîner un transfert extracellulaire de potassium. L'acidose à taux anionique élevé par surcharge endogène d'acide secondaire à l'insuffisance rénale aiguë, mais possiblement acidose lactique du fait de l'état de choc et de la metformine. Et l'insuffisance rénale aiguë, probablement mixte. Fonctionnelle absolue, ça veut dire un état de choc sur une hypovolémie vraie, ou relative sur la prise des IEC. Et l'insuffisance rénale aiguë était aussi probablement obstructive du fait d'un globe sur une obstruction secondaire à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Comment vous traitez le trouble ionique qui engage le pronostic vital? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut traiter l'hyperkaliémie. Donc, le traitement de l'hyperkaliémie, lorsque vous avez des signes à l'ECG, c'est-à-dire lorsque vous avez des dysfonctions du sinusal, mais pas que, si vous commencez à avoir des ondes T qui commencent à devenir amples et pointues, le gluconate de calcium est indispensable. C'est un protecteur cardiaque. Ce n'est pas avec le gluconate que vous allez diminuer votre taux de potassium, mais par contre, si vous oubliez le gluconate, vous risquez justement les bradycardies sinusales, voire l'asystolie avec l'arrêt cardiaque qui s'ensuit. Donc votre premier réflexe, c'est le gluconate de calcium. Attention, regardez et checkez toujours l'ordonnance. Les contre-indications du gluconate de calcium sont la digoxine. Donc un patient sous digoxine, ne mettez pas le gluconate de calcium. Ensuite, vous avez les traitements qui sont hypokaliémiants. Donc, l'insuline sont les traitements en fait qui vont favoriser le transfert du secteur extra au secteur intracellulaire du potassium. Et celui qui marche le mieux, c'est l'insuline. Donc, pour éviter de coller vos patients en hypoglycémie, vous mettez 30 unités d'insuline dans 300 cc de G30 que vous faites couler en 30 minutes. Vous avez aussi le salbutamol qui marche très bien en aérosol, et puis le caïxalate. Ici, les bicarbonates étaient contre-indiqués du fait de la surcharge hydrosodée très importante. Je vous rappelle que lorsque vous apportez des bicarbonates à 42 pour 1000 ou à 84 pour 1000, vous apportez en fait 42 grammes de sel ou 84 grammes de sel. Et lorsque vous avez un patient en OAP, vous allez aggraver l'OAP. L'épuration extra-rénale est absolument nécessaire ici parce que vous avez une hyperkaliémie maligne qu'il faut absolument discuter. Et puis surtout, l'arrêt de tout traitement hyperkaliémiant, donc les IEC, la spironolactone. Quelle est votre prise en charge globale? Ça, c'est une question aussi qui est très classique et qui impose toujours votre plan, le plan de la prise en charge au niveau réanimatoire. Donc, urgence thérapeutique, si vous l'oubliez, PMZ. Lorsque vous avez un patient qui vient en état de choc ou qui vient pour un cas d'urgence potentiellement réanimatoire, dites-le. Dites-le. C'est la première chose que les gens vont chercher à savoir. Aux ECN, on va chercher à vous tester sur tout ce qui va être fréquent, curable et surtout grave. On ne cherche pas à former les meilleurs spécialistes du monde, on cherche à former les meilleurs médecins possibles. Donc les meilleurs médecins, c'est ceux qui vont repérer tout ce qui va être fréquent, tout ce qui va être grave et tout ce qui est potentiellement guérissable. Donc dites-le lorsque vous voyez que c'est très urgent. Ce patient, il faut qu'il soit hospitalisé en réanimation médicale. Donc le conditionnement, extrêmement important, du G5 et la position demi-assise pour l'aider à respirer. Le traitement symptomatique, là, le patient il est hypoxique, donc il faut
l'oxygéner avec un masque à haut débit. Il a des troubles de la conscience, la ventilation non invasive se discute. Vous pouvez discuter aussi de l'intubation, mais là c'est des questions un peu trop spécialisées pour vous. Donc la position demi-assise, le régime sans sel, les amines vasoactives parce que c'est le traitement du choc cardiogénique, l'Adobu et la noradrée pour augmenter la tension et la perfusion des différents organes, les diurétiques de l'anse en intraveineux, pas de dérivés nitrés IV, pourquoi? Parce que votre tension artérielle systolique elle est inférieure à 100. Donc ne mettez jamais de risornant à la seringue électrique lorsque vous avez des tensions artérielles qui sont systoliques, qui sont inférieures à 100. Et puis l'épuration extra-rénale sera probablement le traitement le plus efficace chez votre patient. Remettez le traitement de l'hyperkaliémie que je n'ai pas coté parce qu'on vous l'avait demandé à la question précédente. Le traitement étiologique, votre patient a une hypertrophie bénigne de la prostate, c'est probablement d'ailleurs ça qui l'a mis en insuffisance rénale aiguë, donc pensez à la rechercher, à dériver les urines éventuellement. Et le traitement préventif sont les traitements préventifs de l'AREA, complications de décubitus, arrêt de la metformine et début de l'insulinothérapie, les IPP préventifs de l'ulcère de stress, et puis enfin la surveillance. Donc conclusion, ça c'est le troisième dossier, c'est un dossier presque purement de méthodologie, analyse de l'ECG, analyse d'une radiographie thoracique, prise en charge d'une urgence thérapeutique. Donc faites-vous des plans de réponse d'analyse d'imagerie, plans de réponse pour les ECG, la prise en charge des urgences. Bien connaître la physiopathologie, c'est vrai que c'est à la mode aux ECN, et les connaître par cœur, traitement des OAP, traitement des chocs, de tout l'ensemble des chocs, hémodynamiques, anaphylactiques ou septiques, traitement de l'hyperkaliémie, et vous devez même connaître les posologies. Attention, pas de bicarbonate si l'OAP est massif, pas de gluconate si vous avez de la digoxine. Alors les items, c'était l'état de choc, l'insuffisance rénale aiguë, l'ECG et les troubles de l'équilibre acide-base.